Bonjour à tous. Prenons un instant pour dire une vérité inconfortable. L'apprentissage n'est pas seulement une question de notes, d'examens ou de diplôme à l'école. Dans la vie réelle, l'apprentissage est une pure question de survie. Pensez-y un instant. Un chirurgien en pleine opération cardiaque ne peut pas s'arrêter au milieu d'un geste critique pour chercher l'étape suivante sur Google. Un pilote de ligne, au moment précis où un moteur s'éteint à 10 000 mètres d'altitude, ne peut pas se contenter de se souvenir à peu près de la procédure d'urgence. Et cela ne concerne pas uniquement les experts, cela vous concerne vous aussi, de manière très directe. Présentez devant un client crucial pour décrocher un contrat qui va changer votre carrière, ou lorsque vous passez un examen final décisif, votre cerveau n'a pas le droit à l'approximation. Votre mémoire doit être capable de répondre présente à la milliseconde près, sans hésitation. Le livre culte Make It Stick, Mets-toi ça dans la tête, est l'étude scientifique la plus poussée sur ce type d'apprentissage. Le genre de savoir qui fonctionne lorsque vous êtes dos au mur, sous une pression monumentale. Mais voici le véritable problème. Le système scolaire nous a tous programmés à utiliser des méthodes de révision dont la science prouve aujourd'hui l'inefficacité la plus totale. Nous passons des nuits entières à relire nos notes, à surligner des pages de manuels avec des feutres fluorescents et à nous concentrer sur un seul sujet pendant des heures. Nous avons l'impression de travailler dur, mais en réalité, nous perdons notre temps. Dans cette vidéo, nous allons utiliser les neurosciences pour détruire ces mauvaises habitudes et découvrir les clés pour apprendre tout plus vite et s'en souvenir pour toujours. Commençons par briser le plus grand mythe de l'éducation, la croyance que la relecture passive est le meilleur moyen d'ancrer une information. Pour comprendre le piège, imaginez deux étudiants différents qui révisent le même cours. Le premier passe 1 heure entière assis à son bureau à relire calmement son chapitre en surlignant les lignes importantes. À la fin de l'heure, il ferme son livre avec un grand sentiment de confiance. Tout lui semble familier, tout lui paraît fluide sur la page. Le second étudiant passe cette même heure d'une manière totalement différente. Il lit le texte une seule fois, puis il ferme immédiatement le manuel. Il utilise ensuite des petites cartes de mémoire, des flashcards, pour se poser des questions difficiles sur le contenu. Il hésite, il bafouille, il se sent incertain et il doit faire un effort douloureux pour retrouver les faits. Le jour de l'examen, d'après vous, lequel de ces deux étudiants va écraser la concurrence et obtenir les meilleures notes ? Les recherches scientifiques sont catégoriques. C'est le second étudiant, c'est lui qui a souffert pendant ses révisions. Pourquoi ? Parce que la relecture passive crée une illusion de savoir dévastatrice. Lorsque vos yeux scannent une page pour la 3e ou la 4e fois, votre cerveau recommet les mots. Cette simple reconnaissance visuelle déclenche un sentiment de familiarité que votre esprit confond bêtement avec de la maîtrise. Vous vous dites que vous connaissez le sujet, mais c'est un mensonge. La véritable connaissance ne consiste pas à reconnaître une information lorsqu'elle est sous vos yeux. Elle consiste à être capable de la déterrer de votre mémoire lorsque la page est blanche. Cet acte d'extraction volontaire est ce que les chercheurs appellent l'effet de test ou la récupération active. Chaque fois que vous faites l'effort conscient de vous rappeler une définition, une formule ou un argument sans regarder vos notes, vous n'êtes pas simplement en train de vérifier vos connaissances. Vous êtes en train de modifier la structure de votre cerveau. C'est le principe de la musculation. Un athlète ne fait pas grossir ses muscles en regardant passivement des haltères posés sur le sol. Il doit les soulever, ressentir la tension et provoquer une fatigue musculaire. La récupération active est la musculation de votre mémoire. Plus l'effort pour vous souvenir est intense, plus la trace mnésique devient profonde et résistante au temps. La prochaine fois que vous finirez de lire un rapport ou un chapitre de livre, ne faites pas l'erreur de le relire. Fermez-le immédiatement, prenez une feuille de papier vierge et forcez-vous à écrire les 3 idées principales uniquement de mémoire. C'est difficile, cela fait mal au cerveau, mais c'est le signal exact que votre mémoire est en train de s'activer. Nous venons de voir que pour inscrire une information de manière durable dans votre esprit, il faut impérativement arrêter de la relire passivement et commencer à la traquer, à la forcer à sortir de votre mémoire par le biais du test actif. Mais une fois que vous avez extrait cette information une première fois, quand devez-vous y revenir ? Est-ce qu'il faut répéter le test 10 fois d'affilée la même soirée jusqu'à ce que cela rentre ? C'est ici que la science de l'apprentissage nous révèle son deuxième secret, un secret qui va à l'encontre de tout ce que nous faisons instinctivement. Vous devez espacer vos séances et surtout, vous devez apprendre à mélanger les sujets.
Pour comprendre la puissance de l'espacement, imaginez que vous venez d'acheter un magnifique petit jardin et que vous voulez y faire pousser des graines de fleurs rares. Si vous arrivez le premier jour et que vous déversiez un immense seau de 100 litres d'eau d'un seul coup sur la terre sèche, que va-t-il se passer ? Le sol va instantanément saturer. L'eau va stagner en surface, les graines vont être noyées et la grande majorité de l'humidité va simplement s'évaporer sous le soleil sans jamais atteindre les racines profondes. Vos plantes vont mourir. En revanche, si vous versez un tout petit verre d'eau chaque matin et chaque soir, de manière régulière pendant 2 semaines, la terre aura le temps de respirer, d'absorber les nutriments et les racines vont se développer de manière incroyablement solide. Votre cerveau est ce jardin. Le seau d'eau de 100 litres, c'est le bachotage. C'est cette habitude destructrice qui consiste à s'enfermer dans sa chambre pendant 6 heures d'affilée la veille d'un examen ou d'une présentation importante pour s'enfourner des dizaines de pages de données dans le crâne. Alors oui, l'eau stagne en surface pour le lendemain matin. Vous allez réussir à recracher les informations devant votre feuille ou vos clients. Mais 3 jours plus tard, tout se sera évaporé. Votre sol est de nouveau parfaitement sec. Vous avez tout oublié. Les neurosciences prouvent que pour qu'un souvenir passe de votre mémoire à court terme à votre mémoire à long terme, il a besoin de temps, il a besoin de repos. Et surtout, il a besoin d'une chose très étrange, il a besoin de commencer à s'effacer. Lorsque vous laissez passer 1 jour ou 2 entre vos sessions de révision, votre cerveau commence doucement à oublier l'information. Les connexions nerveuses se détendent légèrement, et c'est précisément à cet instant qu'il faut frapper. Lorsque vous vous testez de nouveau après une pause, vous devez faire un effort mental intense, une véritable gymnastique cérébrale pour aller repêcher le souvenir qui était en train de glisser dans les abysses de votre esprit. C'est cet effort de reconstruction qui indique à votre système nerveux que cette information est vitale pour votre survie. Le cerveau réagit alors comme un muscle après une séance de sport. Il reconstruit la voie synaptique de manière 2 fois plus forte pendant votre sommeil. L'oubli partiel est le carburant de la mémoire durable. Au lieu de faire une session de 5 heures en une seule fois, faites 5 sessions d'1 heure réparties sur la semaine. Le temps total de travail est strictement le même, mais votre niveau de rétention sera multiplié par 3. Mais la science va encore plus loin. Pour maximiser ce processus, vous ne devez pas seulement espacer les séances, vous devez mélanger les sujets au sein d'une même session. C'est ce que les chercheurs appellent l'entrelacement. Prenons un exemple concret dans le monde d'e-sport. Imaginez un joueur de basketball qui veut améliorer ses compétences. Si on lui demande de faire 200 tirs au panier d'affilée, toujours exactement de la même distance, au même endroit sur le terrain, il va très vite devenir exceptionnellement précis. Au bout de 50 tirs, son geste est automatique, fluide, parfait. Mais que se passe-t-il le jour du vrai match ? Le jeu est chaotique. Il doit courir, esquiver un adversaire, recevoir une passe imprévue et tirer instantanément depuis un angle complètement différent. Face à cette instabilité, notre joueur perd tous ses moyens. Pourquoi ? Parce qu'il s'est entraîné en bloc. Il a habitué son cerveau à répéter un geste mécanique sans jamais avoir à réfléchir à la stratégie. La majorité des gens étudient comme ce basketteur. Ils ouvrent un livre de mathématiques et font 20 exercices d'affilée sur les fractions. Puis le lendemain, 20 exercices sur les géométries. Tout leur semble facile, car le cerveau applique en boucle la même formule qu'il vient de voir à la page précédente. Mais le jour de l'examen final, les questions sont mélangées. Devant le problème numéro 1, l'étudiant doit d'abord deviner quel outil utiliser parmi tout ce qu'il a appris. Et c'est là que tout s'effondre. L'entrelacement consiste à casser cette routine. Lorsque vous étudiez, faites un exercice de mathématiques, puis lisez 3 pages d'un livre d'histoire, puis passez à une question de vocabulaire d'anglais, avant de revenir aux mathématiques. Votre cerveau va détester cela. Vous allez avoir l'impression de mélanger les pinceaux, d'avancer beaucoup plus lentement et de faire des efforts constants pour basculer d'un sujet à l'autre. C'est tout à fait normal. En changeant constamment de contexte, vous forcez votre esprit à se comporter comme un véritable détective. Il ne se contente pas d'appliquer une formule de mémoire, il apprend à analyser le problème pour choisir la bonne stratégie. C'est cette gymnastique de haut niveau qui crée la véritable maîtrise. Ne cherchez pas le confort d'un entraînement linéaire, cassez le rythme, mélangez les données et laissez le temps faire son travail de cimentation. Nous venons de voir que le fait d'espacer vos révisions et de mélanger les sujets rendait votre apprentissage beaucoup plus laborieux. Votre cerveau doit faire un effort supplémentaire pour retrouver l'information, et c'est très exactement le but recherché. Cela nous amène au 3e pilier fondamental de la science de l'apprentissage, l'acceptation des difficultés souhaitables.
Pour comprendre ce concept contre-intuitif, utilisez une image simple. Imaginez que vous appreniez à faire du vélo pour la toute première fois. Pour vous rassurer, un ami court à côté de vous et tient fermement le porte-bagages. Grâce à lui, la balade est douce, fluide et parfaitement sécurisée. Vous ne perdez jamais l'équilibre, vous ne vacillez pas et surtout, vous ne tombez jamais. C'est très confortable. Mais posez-vous cette question. Êtes-vous réellement en train d'apprendre à faire du vélo? La réponse est non. Tant que quelqu'un maintient votre équilibre à votre place, votre cerveau n'enregistre pas les micro-ajustements nécessaires pour tenir sur deux roues. Pour véritablement apprendre, vous devez vaciller, vous devez lutter, vous devez ressentir le déséquilibre. Et oui, vous devez même tomber quelquefois. C'est la lutte contre la gravité qui force votre cerveau à créer les connexions neuronales de l'équilibre. L'apprentissage intellectuel fonctionne très exactement selon la même loi biologique. Ne sautez jamais les parties difficiles. Si votre session d'études vous semble trop fluide, trop facile et trop confortable, c'est un très mauvais signal. Cela signifie que vous êtes en pilote automatique. Vous lisez les mots, mais vous ne modifiez pas la structure de votre cerveau. Les scientifiques appellent cela les difficultés souhaitables. Ce sont ces petits obstacles, ces moments de friction et de sueur mentale qui forgent la mémoire à long terme. Si vous n'avez pas l'impression de faire un effort, vous n'êtes pas en train d'apprendre. Vous êtes simplement en train de vous divertir. Alors, lancez-vous des défis, posez-vous des questions complexes, laissez-vous aller à la difficulté, luttez avec le concept, puis gagnez ce combat. C'est cette victoire âprement disputée qui rendra le souvenir indélébile. Et cela nous conduit à l'une des techniques les plus puissantes et les plus étranges du livre, la technique de l'erreur volontaire ou l'art de deviner. Supposons que je veuille vous enseigner la géographie. Si je vous donne directement la réponse en vous disant « La capitale de l'Australie est Canberra », l'information va glisser sur votre cerveau comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Mais que se passe-t-il si j'utilisais une autre approche? Je vous cache la réponse et je vous force à deviner. Je vous demande « À votre avis, quelle est la capitale de l'Australie ?» Votre cerveau se met à chercher. Vous hésitez. Vous proposez « Sydney ?» Je dis non. Vous proposez « Melbourne ?» Je dis non. Vous êtes frustré, vous avez fait 2 erreurs. Et c'est à cet instant précis que je vous donne la véritable réponse. C'est Canberra. Les études neuroscientifiques prouvent que parce que vous avez d'abord échoué, vous allez retenir cette information infiniment mieux que si je vous l'avais donnée d'emblée. Pourquoi? Parce que la tentative ratée a créé ce que l'on appelle un crochet mental. En cherchant une réponse que vous n'aviez pas, vous avez creusé un trou dans votre mémoire. La frustration de l'erreur a rendu votre cerveau hyper réceptif. Lorsque la bonne information arrive enfin, elle s'emboîte parfaitement dans ce trou et s'y accroche définitivement. C'est exactement comme se perdre dans une nouvelle ville. Si vous suivez aveuglément votre GPS sans réfléchir, vous n'apprendrez jamais le chemin. Mais si vous essayez de vous diriger seul, que vous prenez la mauvaise rue, que vous vous trompez de direction et que vous devez finalement demander votre chemin, la prochaine fois, vous n'oublierez jamais cet itinéraire. Essayer et échouer n'est absolument pas une perte de temps. C'est le terreau fertile de la mémoire. Alors, changez votre routine. Avant de lire un chapitre de votre manuel ou avant de lancer un tutoriel vidéo, mettez la leçon sur pause. Regardez le titre du chapitre et posez-vous la question. Qu'est-ce que je sais déjà à ce sujet? Puis-je deviner les 3 grandes idées de ce cours avant même de l'avoir lu? Faites une prédiction audacieuse. Essayez d'expliquer le sujet avec le peu de connaissances que vous avez. Vous allez très certainement vous tromper lamentablement, et c'est parfait. C'est inconfortable sur le moment, mais lorsque vous lirez ensuite la véritable explication, votre apprentissage sera d'une profondeur inégalable. Nous avons compris comment transformer la difficulté en un moteur d'ancrage grâce à l'erreur et à l'effort. Mais une fois que vous avez surmonté cette friction initiale, comment faire pour que cette connaissance ne reste pas une simple donnée isolée dans un coin de votre tête? Comment faire pour qu'elle s'intègre profondément à votre identité et à vos compétences réelles? C'est ici qu'intervient la 4e grande stratégie de la science de l'apprentissage, la technique de l'élaboration. Albert Einstein a prononcé un jour une phrase d'une lucidité absolue. Si vous ne pouvez pas l'expliquer simplement à un enfant de 9 ans, c'est que vous ne le comprenez pas assez bien. L'élaboration, c'est exactement cela. C'est l'action de prendre une idée nouvelle, de la dépouiller de son jargon technique intimidant et de la reformuler entièrement avec vos propres mots en la connectant à des concepts que vous maîtrisez déjà parfaitement.
La majorité des gens étudient comme des magnétophones. Ils enregistrent et répètent des définitions par cœur. Le jour de l'examen ou de la réunion, si on leur pose une question avec un angle légèrement différent, ils sont totalement paralysés. Ils ont mémorisé les mots, mais ils n'ont pas compris l'idée. Pour éviter ce piège, les auteurs de Make It Stick suggèrent de créer des métaphores visuelles et personnelles. Prenons un exemple concret. Supposons que vous essayez de comprendre le concept financier des intérêts composés. Au lieu de mémoriser bêtement la formule mathématique, utilisez votre imagination. Visualisez que vous plantez un petit arbre magique dans votre jardin. La première année, cet arbre produit 3 fruits. C'est votre intérêt de base. Mais au lieu de manger ces fruits, vous les laissez tomber au sol. L'année suivante, ces 3 fruits laissent échapper des graines qui font pousser 3 nouveaux arbres. Très vite, vous ne vous retrouvez plus avec un seul arbre qui produit 3 fruits, mais avec une forêt entière qui grandit et se multiplie de manière totalement autonome. En traduisant un concept abstrait par cette image vivante et personnelle, vous lui donnez une substance. Vous venez de créer un lien synaptique fort. Votre cerveau ne peut plus l'oublier, car il l'a rattaché à une structure logique qu'il connaissait déjà, la croissance de la nature. Et cette nécessité d'utiliser des images et des concepts variés nous amène à détruire un autre mythe extrêmement populaire et pourtant totalement toxique dans le monde de l'éducation, le mythe des styles d'apprentissage. Vous avez très certainement déjà entendu quelqu'un dire, ou vous vous êtes peut-être dit vous-même, « Moi, j'ai une mémoire visuelle, je ne peux apprendre qu'avec des graphiques ou des vidéos. » Ou encore, « Je suis un apprenant auditif, j'ai besoin d'écouter pour retenir. » Les neurosciences ont tranché de la manière la plus claire possible. C'est scientifiquement faux. Les styles d'apprentissage figés n'existent pas. Bien sûr, nous avons tous des préférences personnelles. Vous préférez peut-être regarder une vidéo plutôt que de lire un gros livre poussiéreux. Mais cela ne signifie pas que votre cerveau est incapable d'apprendre autrement. En réalité, la science prouve que le format de l'apprentissage ne doit pas s'adapter à vos préférences personnelles. Il doit s'adapter exclusivement au sujet enseigné. Si vous voulez apprendre la géographie, vous devez impérativement regarder une carte. C'est visuel par nature, que vous le vouliez ou non. Si vous voulez comprendre la poésie ou une nouvelle langue, vous devez impérativement en écouter le rythme et la prononciation. C'est auditif. S'enfermer dans un seul style d'apprentissage, c'est comme décider de n'entraîner que le bras gauche à la salle de sport sous prétexte qu'on le préfère au droit. Vous limitez volontairement votre potentiel. La prochaine fois que vous ferez face à une information complexe, utilisez toute la panoplie de vos sens. Lisez le concept, dessinez-le sous forme de schéma sur une feuille, parlez-en à voix haute comme si vous donniez un cours à une classe imaginaire et cherchez une analogie concrète de la vie de tous les jours. C'est ce croisement des formats qui force votre cerveau à créer un réseau de souvenirs ultra résistant. Si vous n'utilisez qu'une seule porte d'entrée, le souvenir s'effacera dès la première tempête. Si vous ouvrez toutes les portes, la connaissance s'ancrera profondément en vous. Nous voici arrivés au terme de ce voyage au cœur des neurosciences de l'apprentissage. À ce stade, vous possédez entre vos mains les outils les plus puissants pour extraire l'information, l'espacer, l'entrelacer et l'élaborer. Mais il reste une dernière barrière à briser, et c'est sans doute la plus difficile, car elle se situe dans votre propre attitude face à l'effort. C'est le combat entre l'état d'esprit fixe et l'état d'esprit de croissance. Trop de gens s'enferment volontairement dans une prison mentale en répétant des phrases comme « Je n'ai jamais été doué pour les mathématiques »,« Je n'ai aucune mémoire pour les langues » ou « Je suis trop vieux pour apprendre à coder ». La science moderne prouve que ces affirmations sont totalement absurdes. Votre cerveau n'est pas un bloc de béton figé à la naissance, c'est de la glaise. Grâce à la plasticité cérébrale, chaque fois que vous apprenez quelque chose en profondeur, chaque fois que vous forcez votre mémoire à récupérer une donnée difficile, vous êtes littéralement en train de recabler votre esprit. Vous créez de nouvelles autoroutes physiques dans vos réseaux de neurones. L'apprentissage durable ne dépend pas d'un talent inné, il dépend uniquement des habitudes de révision que vous décidez de mettre en place. Les personnes qui réussissent des études brillantes ou des carrières complexes ne sont pas nées différentes de vous. Elles ont simplement appris à utiliser des méthodes de travail plus intelligentes. Mais pour faire fonctionner ces méthodes sur le long terme, vous devez abandonner une autre grande illusion, celle de la motivation. La motivation est une émotion agréable, mais elle est profondément instable et capricieuse. Un jour elle est au sommet, le lendemain elle a totalement disparu sans crier gare. Si vous attendez d'avoir envie d'étudier ou de lire pour vous y mettre, vous n'avancerez jamais. Les plus grands apprenants de ce monde n'attendent pas l'inspiration. Ils construisent des systèmes.
Un système est une routine automatique qui élimine complètement la fatigue liée à la prise de décision. C'est comme se brosser les dents le matin. Vous n'avez pas besoin d'être motivé ou inspiré pour le faire. Vous le faites parce que c'est ancré dans votre emploi du temps. Pour votre apprentissage, fixez un rendez-vous quotidien immuable. Choisissez la même heure chaque jour, préparez vos flashcards à l'avance et laissez le système travailler pour vous. Cette capacité à s'en tenir à un système nous rappelle une célèbre étude psychologique menée en 1970, l'expérience du marshmallow. Des chercheurs ont placé des enfants un par un dans une pièce fermée, face à un marshmallow posé sur une table. L'adulte leur transmettait une règle très simple. Je dois m'absenter pendant 15 minutes. Tu peux manger le marshmallow tout de suite si tu le souhaites. Mais si tu attends mon retour sans y toucher, je te récompenserai en te donnant un deuxième marshmallow. Les caméras cachées ont filmé des scènes incroyables. Certains enfants ont craqué au bout de quelques secondes seulement. D'autres ont lutté de toute leur force en se cachant les yeux, en chantant ou en se parlant à eux-mêmes. Seul un tiers d'entre eux a réussi à résister à la tentation. Les chercheurs ont suivi ces enfants pendant 40 ans. Le résultat est sans appel. Ceux qui avaient eu la discipline d'attendre le deuxième marshmallow ont réussi de manière infiniment plus brillante leurs études, leur carrière et leur vie financière. La science de l'apprentissage réussi fonctionne exactement sur ce même principe de gratification différée. Relire un cours en le surlignant, c'est manger le premier marshmallow tout de suite. C'est choisir le confort immédiat de la facilité pour récolter l'échec et l'oubli à long terme. Fermer le livre, se tester, accepter de faire des erreurs et espacer ses révisions, c'est accepter de souffrir un peu aujourd'hui pour obtenir le deuxième marshmallow plus tard, une mémoire indestructible et une maîtrise totale de votre sujet. Ne subissez plus les informations, donnez-leur de la structure et de la force. Merci d'avoir partagé ce moment de réflexion avec moi. Si vous voulez continuer à muscler votre esprit et à découvrir les secrets de la psychologie humaine, abonnez-vous à la chaîne, laissez un pouce bleu pour soutenir notre travail pédagogique et dites-moi en commentaire quelle stratégie vous allez tester dès ce soir. Prenez soin de vous, restez curieux et à très bientôt pour une nouvelle analyse.